Bon, j'ai décliné une série de sens différents que prend le mot genre. En ce qui me concerne, il faut en conclure que genre est un faux concept. Certains me répondraient que les problèmes que j'ai relevés ne prouvent pas que genre est un faux concept, mais plutôt qu'il s'agit d'un terme polysémique qui va prendre des sens différents selon les disciplines. Donc, en psychologie, le genre serait un ressenti. Là, j'ai mis l'expression identité vécue entre guillemets. Je vous dirais que je trouve ça assez étrange, la notion d'identité vécue. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter pendant la période de questions tout à l'heure ou dans un autre contexte. Mais donc, en psychologie, le genre serait un ressenti, alors qu'en sociologie, ce serait un ensemble de normes sociales. Et dans d'autres disciplines, ça pourrait prendre encore d'autres sens. Cet argument-là ne me convainc pas non plus. On pourrait toujours leur accorder que c'est un argument recevable si le concept de genre restait dans les travaux universitaires, dans la recherche et dans d'autres échanges intellectuels de haut niveau. Remarquez que même là, moi, je persiste à dire que c'est beaucoup plus clair si on parle d'hommes et de femmes en fonction, puis qu'on parle de différence entre les sexes, de personnes atypiques pour leur sexe, de rôles sociaux de sexe, de normes de féminité, de normes de masculinité. Bref, je ne vois pas du tout en quoi amalgamer toutes ces choses-là sous un terme unique rend quoi que ce soit plus clair. Il me semble qu'au contraire, ça crée de la confusion là où il n'y en avait pas. Mais de toute façon, de dire que c'est un terme polysémique qui change de sens selon les disciplines n'est pas un argument valable pour la bonne raison que ceux qui promeuvent la notion de genre ne veulent pas garder ce concept-là dans les universités et la recherche. Ils revendiquent que ça devienne une référence commune dans le langage et dans les interactions. Il faudrait non seulement que tous les adultes utilisent le concept de genre dans leur vie quotidienne, mais il faudrait aussi qu'on inculque le concept de genre aux enfants. Alors, dans la mesure où c'est ce qu'ils revendiquent, ils doivent, ceux qui promeuvent la notion de genre, ils doivent être en mesure de donner une définition cohérente et fonctionnelle du concept de genre, qui permettent de facilement se figurer de quel genre sont les personnes à qui on a affaire. Et, et ils doivent prouver qu'il y a des bonnes raisons de tenir compte du genre de quelqu'un quand on interagit avec lui. Et comprenez bien ce que ça implique. Ils ne veulent pas simplement qu'on tienne compte du genre dans notre vie quotidienne. Ils veulent remplacer la catégorisation traditionnellement établie en fonction du sexe par une catégorisation en fonction du genre. Ça veut dire que dans tous les contextes où la différence entre les sexes est traditionnellement prise en compte, ils doivent démontrer la pertinence du genre. Ce qui veut dire qu'ils doivent démontrer la pertinence du genre, notamment en sport, en santé, dans les lieux d'aisance et dans les relations amoureuses et sexuelles. Les raisons de tenir compte du sexe des gens dans ces quatre contextes-là, elles ont été amplement explicitées. Dans le sport, la différence entre les sexes, il y a une nette différence entre les sexes quant aux capacités physiques impliquées dans les activités sportives. En ce qui concerne le domaine de la santé, selon le sexe qu'on a, les maladies que l'on peut avoir et les bonnes façons de les guérir ne sont pas les mêmes. En ce qui concerne les lieux d'aisance, on peut penser à la pudeur généralisée face aux personnes de l'autre sexe et aux soucis de sécurité pour les femmes. Et en ce qui concerne les relations amoureuses et sexuelles,
La majorité des gens sont attirés par un seul des deux sexes. Alors, quelle pertinence est-ce que le genre peut avoir en sport? Si on prend les différentes définitions du genre qu'on a déclinées, on voit très mal quelle pertinence pourrait avoir une ligue pour des gens qui portent des jupes et une autre ligue pour les gens qui portent des culottes. Ça n'aurait aucun sens. Imaginez-vous quelqu'un qui veut s'inscrire à des activités sportives. Alors, la personne qui remplit son formulaire lui dit, bon, alors pour que je sache dans quelle ligue vous inscrire, à la maison, est-ce que vous êtes la personne qui fait la vaisselle ou la personne qui tond le gazon? Dans quel domaine est-ce que vous travaillez? Parce que ceux qui travaillent en menuiserie, on les place dans les équipes masculines. Ceux qui travaillent en CPE, à la préscolaire, on les place dans l'équipe féminine. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Des équipes sportives basées sur ce type de normes. Et si le genre est un ressenti, évidemment que le ressenti n'a rien à voir avec le sport. Comme dirait April Hutchinson, ce sont les corps qui font compétition, pas les identités. Alors, manifestement, peu importe le sens du mot genre que l'on prend, il n'y a aucune pertinence à ça en sport. Est-ce que le genre a une pertinence en santé? Encore une fois, les différences entre les sexes, ça a de l'importance dans les soins de santé. Une personne transsexuelle, son sexe doit quand même être pris en compte par le milieu médical. Blair White pourrait avoir, je ne lui souhaite pas évidemment, mais Blair White pourrait avoir le cancer de la prostate. Moi, c'est impossible que j'ai ça. Alors, par ailleurs, les effets de la transition doivent certainement être pris en compte par le personnel médical qui soigne une personne trans. Mais à moins que la définition du mot genre, ce soit les effets de la transition d'une personne transsexuelle, à ce moment-là, ce serait encore un nouveau sens et ça impliquerait qu'il n'y a que les personnes trans qui ont un genre, mais bref. À moins que genre, ça veuille dire les effets de la transition et que je sache, il n'y a jamais personne qui a dit que c'était ça que ça voulait dire, ben alors le genre n'a aucune importance en milieu médical. Le sexe en a une, par contre. Dans les lieux d'aisance, on a séparé par sexe en raison de différences entre les sexes et cette séparation-là, elle est justifiée. Est-ce qu'il faut faire des nuances? Bien sûr qu'il faut faire des nuances. Je vais vous remontrer Blair White pour illustrer. Bon, la voici, vous pouvez la voir à gauche de l'écran. On comprend très bien que Blair White pourrait être en danger si on lui imposait d'utiliser des vestiaires ou des toilettes pour hommes. Alors qu'on ait le devoir d'accommoder les personnes trans de façon à ce qu'elles puissent utiliser des lieux d'aisance tout en étant à l'aise et en sécurité, je ne le contredis pas. Bien sûr qu'il faut faire en sorte d'inclure les personnes trans à la société. Mais ça ne veut absolument pas dire que la solution adéquate, c'est d'établir que chacun peut aller dans les lieux d'aisance qu'il voudra sans égard à la séparation par sexe. Parce que cette séparation-là, elle existe pour des bonnes raisons. Maintenant, dans les relations amoureuses et sexuelles, certains disent que le genre, c'est l'apparence incluant la présentation vestimentaire. Bien sûr que ça a une certaine importance dans les relations amoureuses et sexuelles. La même chose pour les autres normes de féminité et de masculinité, en fait. La façon dont une personne se présente et dont une personne agit, ça joue un rôle dans l'attirance qu'on peut éprouver pour elle. Il n'en demeure pas moins que le sexe a au moins autant d'importance que ça, sinon encore plus. Et à ce sujet-là,
les injonctions qu'on peut imposer à tout le monde sur le langage, sur la manière dont on parle, dont on s'identifie. Je disais que les militants pour la notion de genre imposent une redéfinition des mots. Non seulement ils redéfinissent les mots hommes et femmes, mais maintenant, être hétérosexuel, ce ne serait plus être attiré par l'autre sexe, ce serait être attiré par un autre genre. Et on a droit à une redéfinition analogue du concept d'homosexualité. Maintenant, ce ne serait plus être attiré par le même sexe, mais être attiré par le même genre que soi. On a vu le mot lesbienne être redéfini. Ce ne serait plus des femmes attirées par d'autres femmes, mais des non-hommes attirés par d'autres non-hommes. Et il faudrait que les personnes qui sont aux femmes, étant donné que les femmes trans, c'est-à-dire les personnes comme Blair White et Samantha Lux, on doit les reconnaître comme des femmes, faute de quoi on serait transphobe, eh bien, il faudrait que toutes les personnes qui sont aux femmes, les hommes hétérosexuels, les lesbiennes, les personnes bisexuelles, soient attirées par des personnes comme Blair White et Samantha. Sinon, c'est de la transphobie. Un homme qui serait en couple avec une personne de sexe féminin, mais dont la partenaire se dit non-binaire, n'aurait pas le droit de se dire lui-même hétérosexuel, parce que ce faisant, il nierait l'identité de genre de sa partenaire. Vous voyez qu'ils ont parfaitement conscience, ceux qui promeuvent la notion de genre, que les mots que les uns utilisent pour se décrire ont des implications logiques pour les caractéristiques et l'identité des autres. Et justement, je vais conclure avec ça. Le discours sur le genre, il nous est présenté comme affectant seulement l'identité et la vie des personnes trans et non-binaires. Et ce serait pour ça que tous les autres, nous devrions simplement accepter ce discours-là sans le remettre en question, parce que nous ne serions pas concernés, supposément. Le comité des sages sur les questions liées à l'identité de genre, combien de politiciens, d'intellectuels et de militants ont dit que ça aurait dû être des personnes trans et non-binaires qui siégeaient sur le comité parce que ce seraient les personnes trans et non-binaires qui sont concernées. Mais pourtant, est-ce que leur prémisse de base, ce n'est pas que tout le monde a une identité de genre? Et de fait, en réalité, le discours sur le genre, il a des implications pour l'identité de tout le monde et pour des interactions qui peuvent impliquer n'importe qui. Par conséquent, tout le monde est concerné